Salut tout le monde, c'est Margot. Cet épisode bonus est un complément de l'épisode 2 de notre série Les Contemporaines, dans lequel Marianne, Éléonore et moi-même parlions de la déconstruction des genres en danse. Dans ce bonus, Éléonore Paul discute avec la danseuse et chorégraphe Marie-Pierre Gilbert pour évoquer son travail avec Prima Danse et sa création Helmut. Bonne écoute. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter et revenir sur ton parcours en tant que danseuse? Absolument. Donc, je m'appelle Marie-Pierre Gilbert et puis je suis interprète, chorégraphe, enseignante et aussi commissaire en danse contemporaine. Donc, moi, j'ai fait mes études, j'ai fait un double deck en danse et psychologie au Cégep de Drummondville. Et ensuite, je suis allée dans une école à Ottawa de School of Dance. C'est un programme professionnel en danse contemporaine de 3 ans. Où on danse littéralement de 9 à 4 à tous les jours. Donc, c'est très axé sur le temps en studio. Pas beaucoup de notions. Bien, il y avait quand même quelques cours académiques, mais majoritairement, c'était de travailler des classes techniques et travailler avec des chorégraphes du milieu de la danse. Et puis, à Ottawa, la communauté est assez petite. Et puis, j'avais comme un appel de venir visiter Montréal, de voir ce qui se passait. C'est quand même une métropole assez bouillonnante pour les arts. Donc, j'ai déménagé tout de suite après mes études ici à Montréal et puis depuis, je réside ici en gravitant un peu dans les deux villes, là, maintenant un petit peu moins, mais j'aime quand même ma communauté artistique d'Ottawa, tu sais, qui est pour moi très précieuse. Et puis ici, ben, il y a eu plusieurs projets ici et là, mais finalement, au fil du temps, j'ai vraiment développé un intérêt pour l'art en contexte hors les murs, donc le in situ, majoritairement la danse, mais de plus en plus aussi l'interdisciplinaire, le multidisciplinaire. Donc, ça a été de projet en projet. Je suis interprète pour certains projets et puis j'ai décidé de développer aussi les miens parce que je trouve que la rencontre avec le citoyen, c'est quelque chose de très, très riche. Puis ça permet aussi de démocratiser la danse contemporaine, d'offrir un théâtre de proximité aux gens aussi. Il y a une accessibilité, puis il y a une discussion artistique, mais aussi très personnelle qui se fait avec les gens par la danse en milieu urbain, dans un contexte hors les murs. Donc, parmi les gens pour qui je travaille, là, par exemple, je danse pour une compagnie de Vancouver qui s'appelle Foolish Operation, la chorégraphe Julie Lebel. Donc, cette pièce s'appelle Tricoter. C'est une pièce jeune public. C'est comme un grand cercle de tricot, donc les gens sont très proches les uns des autres. Et c'est un duo violon et une danseuse et on joue littéralement avec la laine, la couleur. C'est un concept super intéressant parce qu'on se rend compte qu'avec une seule balle de laine, par exemple, on pourrait créer des jeux, des activités vraiment ludiques, intéressantes pour autant du 0-24 mois qui est un peu plus vieux. Donc, c'est super intéressant. Puis, je travaille aussi avec ma bonne amie et collègue Geneviève Lauzon, qui elle, a un nouveau spectacle qui s'appelle À l'aube d'un geste, qui est un immense arbre de chemise qui parle de la communication, de la communication en général. Donc, ça, c'est des projets dans lesquels je collabore. Et puis, mes propres projets, en 2017, j'ai décidé, on a créé avec Julie Timchuk, une autre amie et collègue, le projet Helmut, qui est basé sur les photographies, qui est inspiré en fait des photographies du photographe de mode Helmut Newton, mais qui découle aussi des enjeux de la mode qu'on retrouve aussi dans son travail. Donc, puis au fil des années, la pièce, on y a beaucoup réfléchi avec le hashtag MeToo, avec tout ce qui se passait dans l'actualité, qu'est-ce que ça voulait dire pour nous d'avoir une pièce qui s'appelait Helmut. Je pense qu'on pourra en reparler plus tard, mais donc maintenant, on va dans des organismes pour femmes le présenter, on ouvre la discussion sur les enjeux de la mode, beaucoup les enjeux de la valorisation de l'apparence dans notre société actuelle, etc. Puis plus récemment, on a Geneviève Lauzon et moi-même, on a développé un projet qui s'appelle Connexion momentanée, qui, lui, est un déambulatoire musique et danse. Donc, on va surtout dans des petits parcs, des ruelles vertes. On va vraiment à la rencontre du citoyen. C'est un projet qui avait été créé en contexte de pandémie. À la base, je voulais juste rassembler des amis, créateurs, artistes à travers un projet. Puis finalement, on a vu qu'il y avait vraiment des échos, un impact. Bien, surtout avec la situation de juste aller vers les gens, de leur offrir un moment collectif ensemble. On a trouvé que c'était très porteur, puis on avait des bons, c'est ça, comme j'ai dit, là, des bons échos.
ça permet juste de briser la solitude, puis parce que les gens se réunissent. La musique, ça réunit, mais la danse aussi. Donc, de mêler ces deux-là ensemble, c'est une autre façon pour nous de démocratiser la danse contemporaine aussi. Donc, littéralement, on investit des lieux. C'est des propositions qui laissent place à beaucoup d'improvisation. Donc, on s'inspire des lieux, du mobilier urbain, des gens qui sont là pour créer des tableaux spontanés, des petites œuvres spontanées dans l'espace public. En gros, c'est ça. Puis plus récemment, ben, je me suis jointe à l'équipe de Prima Danse là, qui donne des ateliers de mouvement pour des clientèles variées. Je me demandais, parce que tu as employé donc, le terme danse contemporaine, Mm-hmm. qui est donc la danse que tu pratiques, c'est tout de même un terme qui est très englobant. Est-ce que tu pourrais définir ce terme? Bien, je pense que c'est ça la beauté du terme, c'est que la danse contemporaine laisse place à un éventail de possibilités immenses. Donc, je pense que c'est de repousser les limites du mouvement ou c'est tellement une bonne question en fait, mais pour moi, dans d'autres formes de danse, il y a des codes, du vocabulaire qui est là depuis des années. C'est vraiment, il y a des bases. Dans le cas de la danse contemporaine, oui, il y a des techniques qui, au fil des années, se sont développées, mais il y a une liberté de proposer, de créer, de développer des idées artistiques. Donc, moi, je dis souvent à la blague, tu peux autant avoir quelqu'un qui va presque pas bouger sur scène pendant 1 heure pour amener un propos quelconque, à du gros mouvement répétitif sans cesse. Donc, il y a comme l'éventail est immense. Certains le prennent pour raconter des histoires, d'autres, c'est plus pour... ça peut avoir des portées politiques, des portées sociales. Donc, je pense qu'il y a aussi ça, il y a la liberté de parler de sujets illimités, là, je dirais. Et donc, tu parlais des codes des autres danses avec donc cette possibilité de la danse contemporaine de les subvertir. Pourquoi, justement, selon toi, la danse contemporaine permet de sortir des cadres et des stéréotypes imposés par la société? Je pense que c'est dans le temps aussi où cette discipline-là a été développée. Je pense qu'on était rendu là. Puis autant, tu sais, je dis qu'il y a des codes, mais ça ne veut pas dire qu'en ballet, on ne peut pas sortir des sentiers battus ou que dans d'autres disciplines, exemple, c'est juste que peut-être que le mouvement est un peu plus défini. Le vocabulaire, surtout, peut être défini. La façon qu'on l'apporte, les possibilités sont aussi multiples en ballet, en walking, etc. Donc, mais pour la danse contemporaine, je pense que c'est vraiment venu d'une idée justement, de vouloir s'exprimer. Les artistes, ils ont cette belle possibilité-là de pouvoir actualiser ou de pouvoir parler de l'actualité mondiale, de pouvoir parler des enjeux, de pouvoir parler de ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait peur. Je pense que la danse contemporaine a cette capacité-là par le mouvement. Comme il n'y a pas nécessairement de vocabulaire imposé, on peut vraiment exprimer, vulgariser ce qu'on veut dire de la façon qu'on veut le dire. Donc, parfois, le mouvement n'est pas nécessaire. Le grand mouvement n'est pas nécessaire pour parler d'une situation, d'un enjeu, etc. Parfois, ne rien faire est la meilleure façon de le dire. Et puis, je pense que la danse contemporaine, puis il y en dans plusieurs autres styles de danse aussi, mais permet beaucoup le rapprochement. Il y a beaucoup de contact aussi, l'improvisation. Il y a une liberté qui permet aussi de faire écho avec ce qui se passe sur le moment. Oui, des pièces de danse vont rester dans le temps pendant 3 ans, pendant des longues tournées, mais je pense que la danse contemporaine permet de faire évoluer aussi une œuvre en fonction de ce qui se passe dans l'actualité. Puis c'est le cas, c'est arrivé pour nous, pour Helmut. On s'est posé la question, est-ce qu'on devrait changer de nom? Est-ce qu'on devrait cesser d'appeler ce projet-là Helmut? Mais finalement, on a décidé, ben non, on trouve que c'est important. Les gens qui ne connaissent pas Helmut Newton peuvent aller rechercher sur lui s'ils le veulent et faire leur propre opinion. Et ensuite, de là, ben, générer d'autres discussions qui vont faire écho dans leur quotidien à eux. Puis nous, notre façon de réfléchir, nos réflexions nous ont poussé à justement transformer cette pièce-là qui était très grand public à la base à des représentations davantage communautaires. Donc là, j'ai une équipe avec moi qui, mes interprètes, certaines d'entre elles ont décidé d'aller
faire des études en psychologie, ma co-chorégraphe, la co-chorégraphe Julie Timchuk est intéressée par la danse-thérapie aussi. Donc, on a décidé d'apporter notre bagage d'expérience pour cibler des publics et aller à la rencontre de différentes personnes. Puis nous, dans notre cas, ben, c'était les femmes. Donc, on a décidé d'apporter le spectacle en milieu communautaire, dans des centres de jour pour femmes, dans divers centres pour femmes, en fait. Et puis, les échos sont tellement positifs parce que, de par notre mouvement, finalement, eux revoient leurs expériences, ont envie de partager ce qu'elles ont vécu, le carcan dans lequel elles ont évolué pour certaines, des limites qu'elles se sont imposées aussi pour d'autres. Donc, de là, on fait juste ouvrir la discussion sans prétention. On n'est ni encore certifié psychologue ou travailleur social, mais je pense que le but, c'est vraiment juste de proposer un endroit de discussion, de dialogue qui est... Nous, on arrive avec notre ouverture d'esprit, en respect, notre écoute, puis la danse qu'on a créée, mais qui va s'adapter. On a été le faire dans des cours arrière très petites, donc on ajuste le mouvement, on ajuste la proposition pour le présenter à 15 femmes, parfois 8 femmes, parfois 30 femmes, et là ensuite d'ouvrir, comme je disais, le dialogue. Est-ce que tu pourrais revenir sur l'origine, en fait, de ce projet? Pourquoi avoir voulu travailler à partir des clichés du photographe Helmut Newton? Eh bien, écoute, c'est ma collègue Julie Timchuk qui aimait beaucoup à la base son esthétique parce que même si dans certains clichés, on retrouve la femme-objet beaucoup, dans d'autres, on voit vraiment l'émancipation de la femme dans les années 60, 70. Ça a été extrêmement innovateur, ce qu'il a proposé. On voit la femme très en situation de pouvoir dans plusieurs photographies, en position de dominance, qui affiche sa sexualité qui affiche très bien sa sexualité, en fait. Là. Donc, c'est sûr que, puis en même temps, ces photographies, il y en a d'autres que c'est très satirique, c'est ludique, donc on était intéressés par ces photographies, mais plus on écoutait des documentaires sur sa vie, sur la façon dont il travaillait, juste d'entendre des interviews aussi, là, on se rend compte qu'il y a un petit peu, c'est ça, l'idée de femme-objet dans sa façon de travailler beaucoup. Il adorait la femme, puis il adorait ses modèles, puis il n'était pas gêné de dire je lui ai demandé de monter les marches à quatre pattes, les mains dans le dos. Donc, à genoux, les mains dans le dos, exemple. Donc, à partir de tout ça, puis des échos aussi qu'on avait, parce qu'on s'est fait beaucoup questionner sur le pourquoi. Mais là, nous, à la base, ça a toujours été une pièce qui abordait les enjeux de la mode de façon très satirique. Mais ensuite, avec tout ce qui s'est passé dans la société, les réflexions qui ont évolué aussi par rapport à la femme, donc, on a décidé de ne pas abandonner cette pièce-là, mais d'encore plus faire ressortir certains points, donc de faire ressortir les forces de la femme, autant que ses faiblesses, autant que ses défis, ses complexités, d'aller pousser plus loin, encore plus, puis de faire ressortir l'idée qu'on veut que cette pièce-là parle de valorisation de soi, d'affirmation de soi aussi, et non seulement d'enjeux de la mode, exemple. Donc, je pense qu'on a ouvert un petit peu plus notre thème. Et puis maintenant, Helmut Newton, ça a été l'inspiration de base, le prétexte. Le nom est resté, mais pour nous, c'est devenu beaucoup plus que ça. Maintenant, je pourrais même dire que pour nous, c'est la rencontre de toutes ces femmes-là qui fait que la pièce est ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'elle évolue à chaque année, à chaque rencontre. À chaque rencontre qu'on fait, on change des petites choses de notre côté parce qu'on trouve que c'est un thème qui ne cesse d'évoluer. Puis je pense qu'en danse, moi, c'est mon point de vue, mais c'est important de ne pas rester figé dans le temps, même si une œuvre, elle, est supposément faite à un moment donné, figée. C'est pour ça que j'aime autant le hors les murs, c'est qu'on peut se permettre de toujours faire évoluer l'œuvre selon qui on rencontre, où on est. Si une section, on trouve que c'est pertinent qu'elle dure 10 minutes, on peut la faire durer 10 minutes. Si on trouve pertinent d'inclure une nouvelle section, d'aller plus vers les gens, de rester plus éloigné, on a la liberté de le faire aussi.
Vous êtes passé du male gaze, un peu d'Helmut Newton, vers un female ou plutôt un queer gaze. Et puis je me demandais aussi comment en fait vous êtes passé d'une photographie qui est figée dans un temps et dans un espace. Par quel procédé en fait avez-vous mis en mouvement un peu ces photographies? Ben, au départ, on a sélectionné les photographies qui nous inspiraient, qu'on trouvait intéressantes pour plusieurs raisons. Des fois, c'était souvent, Helmut Newton va mettre de l'avant une femme et en background, il va avoir plein d'autres femmes, une mise en scène, parfois contraste à ce qui se passe à l'avant. Donc, des fois, il y a un avant-scène, un arrière-scène. Des fois, c'est une seule femme, évidemment, mais ce sont des mises en scène très claires, disons. Donc, nous, on a choisi environ 7-8 photos et on a décidé de faire de courtes vignettes avec chacune de ces photos-là. Donc, la pièce Helmut, maintenant, ça s'est réduit un peu, mais au départ, c'était 7 courtes vignettes, toutes basées sur une photo. Exemple, il y en a une d'entre elles que c'est 4 femmes qui marchent vraiment devant avec des grands manteaux. Puis, il a fait cette photo, Helmut Newton a fait cette photo-là, donc elles sont habillées, 4 femmes qui vont vers l'avant. Et tout de suite après, il a fait une photographie de ces 4 femmes-là, même posture, mais nues. Donc, 4 femmes nues qui avancent. Et puis nous, on débute le spectacle avec un catwalk, un défilé où au départ, on est tous identiques, exemple. Donc, notre posture est identique. Il faut dire aussi que dans Helmut, on a des perruques noires, donc on se ressemble beaucoup. Notre individualité n'existe pas à la base. Et on commence la pièce là, vraiment en défilant autant dans notre démarche, dans notre posture, dans les pas, tout est identique. Et puis, au fil de cette vignette-là, ben là, oups, il y a des petits glitches qui commencent à apparaître. On dirait qu'on veut tout sortir un peu de... On veut montrer qui on est. On n'est pas capable de rester dans ce cadre figé-là. Donc, pour nous, justement, c'était comme comment on passe de cette photo-là, de ces 4 femmes habillées à ces 4 femmes totalement nues qui c'est vulnérable aussi, il faut le dire. Donc, c'est une petite évolution pour nous dans cette vignette-là, de briser un peu cet aspect identique-là. C'est un exemple. Des fois, c'était juste une personne, exemple, une femme un peu courbée avec un grand manteau. Des fois, c'est juste une posture, un regard qui nous a influencés. OK, on part de cette posture-là. Où est-ce que ça nous amène dans l'espace? Comment les autres ont envie d'interagir avec nous? Si on a cette posture-là, qu'est-ce qu'on dégage juste en ayant ce regard-là? Est-ce que si je suis froide, comment les autres ont envie juste de vivre autour de moi? Donc, des fois, c'était aussi simple que ça. Des fois, c'était des trucs super ludiques qui finalement n'ont pas. Exemple, il y en a une, il transporte des bols de toilette. Là, tu sais, on s'interroge pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire. Puis là, de là, juste des réponses personnelles pourraient amener à finalement, on a décidé de faire tel mouvement ou d'aller là. Donc, voilà, tu sais. Puis ça l'a mené à des vignettes. Il y en a un exemple, il y a 2 femmes qui sont comme prises à l'intérieur d'une même jupe. Donc, on a une immense jupe, les 2 femmes doivent danser à l'intérieur de cette jupe-là. Puis ça, est-ce que c'était relié? Je pense que c'était relié à une photographie qui devait avoir une connotation pour nous, qui nous a inspiré ça. Donc, à la base, c'était très esthétique et très physique. Puis ensuite, quand on les a mis ensemble, quand on a décidé de trouver comment faire le fil narratif de tout ça, là, il y a des intentions, il y a, il y a des qualités. Pour finir, une dernière question sur Helmut, après on passera à tes autres projets. Donc tu parlais des centres communautaires, des centres de jour de femmes, qui sont les réceptrices principales du projet. Enfin, quels sont les retours que vous avez de ces femmes? De quelle façon elles perçoivent en fait votre travail? Donc, l'année dernière, on a eu la chance de le faire 3 fois. C'était la première, là, l'année dernière, de type de représentation. Puis cette année, là, on en a une juste dire, là, on en a une de planifiée, puis possiblement plusieurs autres, on l'espère. Donc, nous, on arrive sur place d'avance, plusieurs heures avant le spectacle, histoire, comme on va dans leur cour arrière pour favoriser une discussion et une intimité. On arrive sur place, puis on va juste regarder l'espace qu'on a pour présenter. On s'installe tranquillement. Donc, même à cette étape, souvent, il y a des gens, des femmes qui gravitent autour de nous. C'est leur espace de vie, c'est leur espace qui leur est attribué. Donc, des fois, on amorce même une discussion avant même le spectacle. Donc, les gens, les femmes vont nous demander nos noms, vont demander qu'est-ce qu'on fait. On va leur dire
quelques mots. On n'est pas en mode spectacle, on ne parle pas à personne, on reste caché là, du tout, du tout. Donc, il y a déjà une première amorce de discussion qui est faite. Et puis, on présente le spectacle, mais vraiment en toute simplicité, là, aucune lumière, c'est vraiment en extérieur, c'est souvent en après-midi. Et puis ensuite, le spectacle se termine et on demande aux gens de s'approcher, on fait un cercle et on lance la discussion. Qu'est-ce que vous avez vu? Puis l'année dernière, on était accompagné d'une psychologue aussi pour amorcer des discussions, pour les retours aussi. On trouvait ça important. Les échos qu'on a, c'est souvent... Bon, ils nous parlent beaucoup des émotions qu'ils voient. Certaines vont voir de la violence, certaines vont voir un sentiment d'impuissance, d'être prise, d'être prisonnière, ce qui fait toujours beaucoup de sens avec notre propos, mais eux vont toujours le dire dans leurs mots. Puis dans certains cas, les femmes vont aussi vouloir parler de leurs expériences personnelles. Donc, dans certains cas, on a présenté devant des femmes d'une autre génération que nous. Puis c'était vraiment intéressant de voir à quel point toutes nos histoires résonnent et s'entremêlent, s'entrecroisent finalement. On vit dans des sociétés où les enjeux ont évolué, c'est légèrement différent, mais finalement pas tant. Le nombre de fois qu'on a entendu ah, c'est ça, je sens que dans ma jeunesse, j'étais prise dans un carcan, peut-être que j'aurais voulu faire les choses différemment. J'aimerais ça être dans votre société où j'ai le pouvoir de choisir. On parle beaucoup de l'émancipation, de l'affirmation de soi, de la difficulté de le faire pour cette autre génération-là, à une autre époque. C'est pas si lointain que ça, mais nous, on peut aussi leur parler de nos difficultés personnelles aujourd'hui aussi, parce qu'elles sont présentes avec les réseaux sociaux. On en vit, mais différemment. Donc, c'est super de faire des liens, puis de juste les laisser s'ouvrir, en fait. T'sais, on est vraiment là pour écouter, puis ce qui est super gratifiant et pour nous, c'est la raison pour laquelle on le fait, mais on sait de par les intervenantes qui travaillent dans ces centres-là que les discussions se poursuivent plusieurs journées après la présentation. Elles continuent d'en parler entre elles. Les intervenantes font des retours. Les échos se poursuivent. Puis, si on peut devenir une petite poussière d'écho pour elles, notre travail est fait. Moi, c'est pour ça que je fais de la danse. Maintenant, je m'en rends compte. J'ai besoin de ce rapport plus intime avec les gens pour qui je performe finalement. Alors maintenant, j'aimerais bien revenir sur la mission de Prima Danse. Donc, la mission de Prima Danse est d'utiliser la danse comme moyen d'intervention sociale auprès des personnes dites plus vulnérables, dans le but d'aborder des enjeux de société. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous raconter de quelle façon t'es-tu rapprochée de ce projet? Depuis quand travailles-tu avec eux? Voilà. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette expérience au sein de Prima Danse? Oui, absolument. Surtout que c'est maintenant une expérience. Ben, chaque atelier est une expérience que je chéris beaucoup. Là. Je me trouve très privilégiée de faire partie de Prima Danse. Prima Danse, juste le mentionner, mais qui a été cofondée par Katrina Journeau et Josiane Simard. Donc oui, tu l'as dit, il y a des ateliers de danse ludique. Moi, j'ai connu Prima Danse via ma très bonne amie Marc-France Jacques, qui est aussi interprète pour Helmut, donc qui fait partie de Prima Danse depuis des années. Et puis moi, j'ai intégré l'équipe il y a quelques mois seulement, là, donc j'adore, mais je n'ai pas donné tous les ateliers thématiques qui existent encore à Prima Danse. En toute humilité, là, j'ai vraiment beaucoup à apprendre encore, mais j'adore jusqu'à maintenant. Puis j'ai majoritairement donné des ateliers affirmation de soi et puis stéréotypes de genre, sensibilisation à la santé mentale, qui sont tous interreliés là, à certains points. Là. Donc, moi, j'ai débuté, c'est ça, il y a quelques mois. Au départ, j'ai donné quelques ateliers ludiques. On est toujours en paire, donc toujours deux à donner un atelier ensemble. Prima Danse a un super bon coffre à outils, si je peux dire. Donc, on a accès à plusieurs sources d'informations, autant pour le contenu des activités que pour les contenus thématiques. Donc, ça, pour ça, on est choyé, on est très bien outillé.
De mon côté, ce que je trouve passionnant, entre autres, parce que j'ai surtout travaillé avec des jeunes, donc primaire, 5 sixième année et secondaire, c'est simplement de voir leur réticence à la base à la danse. Puis quand on jase beaucoup là, avec Prima Danse, donc de voir leur réticence, puis de voir qu'avec une discussion et une vulgarisation, une démocratisation de la danse, finalement, on peut réussir à juste apporter des compléments d'informations sur des thématiques comme les stéréotypes de genre, par exemple. Donc, pour moi, j'arrive là-bas, puis on fait souvent des mains levées, yeux fermés pour que les jeunes n'aient pas de jugement quand ils font des choix. Puis au départ, les jeunes qui ne veulent pas faire de la danse, déjà là, on a un stéréotype de genre un peu souvent qui ressort. Là. Puis c'est juste intéressant après de les amener vers est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu joues au soccer? Est-ce que tu t'es déjà posé la question si tes mouvements de soccer ne pourraient pas devenir du mouvement, puis que ce mouvement-là pourrait être utilisé par la danse? Oups, là, il y a comme un changement de perspective qui se fait. Puis là, à ce moment-là, ben, on a accès à tout le monde parce que tout le monde, peu importe ce qu'ils font, je veux dire, faire le ménage, c'est de bouger tes bras. Là, donc, de trouver une façon d'accueillir tous ces élèves-là, ces participants-là, puis de là, ben, graviter autour d'un enjeu, d'une thématique, etc. Parce que c'est vrai que dans l'imaginaire commun, la danse contemporaine, c'est pas vraiment, enfin, c'est un genre de danse pas forcément accessible, parce qu'on considère souvent que c'est un art élitiste. Et donc, c'est vrai que je me demandais, mais tu as un peu répondu, mais comment tu fais face justement enfin, est-ce que tu as fait face à des difficultés auprès des jeunes pour construire ce projet avec la danse contemporaine? Ben, oui, on a définitivement des défis reliés à la danse contemporaine. C'est souvent la peur du jugement. Le jugement qu'on pose sur nous et sur les autres, finalement. Mais je pense que quand on aborde cette question-là, quand on ouvre la discussion, moi, c'est ce que je trouve intéressant de Prima Danse, c'est de comprendre, c'est que amener les jeunes à comprendre qu'ils se sentent jugés, qu'ils sont jugés à certaines occasions, mais qu'ils jugent aussi. Puis c'est de briser, d'accepter l'autre et que l'autre va t'accepter aussi en retour. Donc, c'est du respect finalement, là, puis c'est de laisser les gens être qui ils sont. C'est certain que des activités comme une introspection, les yeux fermés, à essayer de sentir comment tu te sens aujourd'hui, où est-ce qu'il y a des tensions, pour certains, c'est comme une première de faire ce genre d'activité-là. Donc, c'est certain que c'est un défi, mais le défi n'est pas tant de s'écouter, d'écouter son corps. Le défi est de ne pas ouvrir les yeux pour voir s'il n'y a pas un ami qui te regarde finalement puis qui te juge en ce moment pour ce que tu fais. Donc, je trouve que peu importe l'enjeu, la thématique qu'on va traiter, souvent, moi, je trouve que c'est ça le point central qui rejoint toutes ces thématiques-là. Puis, au niveau des stéréotypes de genre, exemple, oui, ils ont des défis, mais je trouve que quand la classe, quand tout un groupe décide de participer, puis pour nous, c'est l'objectif principal. Peu importe ce que tu fais, participe, essaie. Juge-toi pas, peu importe le mouvement qui sort, c'est le tien, accepte-le, puis on te demande d'accepter le mouvement des autres aussi. Mais quand on leur demande, exemple, de faire des marches de rôle, exemple, tout le monde marche dans l'espace comme si vous faisiez un défilé de mode. Là, il y a un stress qui embarque parce que pour certaines personnes, c'est super naturel. Pour d'autres, ils sont comme, ben non, je ne l'ai jamais fait. Il y a une insécurité. Mais je pense que c'est dans l'approche, dans la discussion qui suit aussi. Pourquoi ça vous gêne? Qu'est-ce qui fait? T'sais, on est beaucoup dans la compréhension, puis dans la discussion, juste pour essayer de mettre des mots sur ce qu'ils vivent, puis de leur enseigner à être capable de ne pas avoir peur d'être qui ils sont, sans étiquette. Et pour finir, est-ce que juste tu pourrais revenir concrètement sur de quelle façon ça se passe? Donc, Ouais. vous intervenez combien de fois? Avec combien de personnes? De quelle façon? Je vais parler vraiment pour mes expériences personnelles jusqu'à maintenant. Donc, c'est surtout des classes d'école qu'on va visiter. Et puis, selon la disponibilité de l'école, ça pourrait être un seul atelier jusqu'à
moi, ce que j'ai vécu, 6 ateliers pour une même thématique. Dépendamment, évidemment, du nombre d'ateliers, là, il y a des activités qui vont se faire plus rapidement ou certaines qui vont être plus approfondies. Donc, on arrive, on se présente, on mentionne beaucoup les objectifs de Prima Danse, mais on ne parle pas tout de suite du thème ou de l'enjeu, de la thématique. On essaie de poser des questions pour leur faire deviner ou leur faire nommer la thématique par nos questions. Exemple, pour prévention de la santé mentale, on a beaucoup parlé comment vous vous êtes senti pendant la pandémie, qu'est-ce que ça vous a fait vivre, qu'est-ce qui vous a manqué, qu'est-ce que... Bon, puis là, de là, le thème de la santé mentale, du bien-être de notre santé mentale arrive par la force des choses. Ça, c'est intéressant, qui eux-mêmes le découvrent, en fait, le thème. Et puis ensuite, on a toujours des échauffements selon les thématiques. Donc, justement, une introspection ou des fois, pour se défouler, ben là, on pourrait faire du kickboxing. En fait, on offre une banque d'outils pour eux pour bouger. Donc, ça peut être autant le yoga, la respiration, mais ça peut être aussi un gros workout qui fait, parce que pour certaines personnes, c'est ça qui peut être le bon outil quand ils ont besoin de se défouler, de s'extérioriser. Et ensuite, on va dans d'autres activités, comme je parlais tantôt, les marches de rôle. Donc, marcher dans l'espace comme si vous veniez de gagner un match de football. Comment vous sentez? Là? Puis ça, exemple pour les stéréotypes de genre, comme si vous faisiez le ménage de la maison. Donc, on va toucher à certains stéréotypes de genre déjà à ce moment-là. Puis ensuite, on fait des retours. Comment vous êtes senti quand vous avez fait cette marche-là particulièrement? Ah, celle-là, moi, j'ai pas trouvé. Pourquoi? Des fois, ils ne savent pas la réponse, mais parfois, c'est un collègue, un autre étudiant qui va dire ben, moi, celui-là, tu sais, ils se répondent entre eux, puis ils commencent un dialogue entre eux. Puis ça, c'est intéressant aussi de les faire parler, puis de savoir qu'eux, ils peuvent en parler entre eux, comme ça va continuer après aussi. Puis souvent, on fait une chorégraphie thématique selon l'enjeu, le thème abordé. Et on finit avec des créations collectives. Ça, c'est super intéressant. Donc, souvent, on va leur demander, par exemple, de trouver un stéréotype et de le présenter par le mouvement. Donc, pour certains, ça va être le sport, pour certains, ça va être la danse, peu importe. Parce qu'il y a des stéréotypes dans le sport, il y a des stéréotypes dans la danse. Des fois, c'est juste de le présenter. Pour la santé mentale, c'est partir d'une émotion négative, par exemple, puis de montrer des outils par le mouvement qui vont faire que cette émotion-là va devenir positive. Donc, certaines vont partir par la colère ou la tristesse. Puis là, ah, moi, j'aime ça faire du sport. Donc là, on se réunit, on fait du sport ensemble et ça finit sur une bonne note, ça finit sur une santé mentale saine. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir, eux, comment ils abordent la thématique, mais aussi le mouvement. Donc, ça revient un peu à ce que j'ai dit tantôt. Certaines personnes vont faire, mais là, j'ai pas d'idée. Mais toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie quand ça va pas? Qu'est-ce qui te fait du bien? Mais moi, c'est le basket, je suis dans une équipe de basket. OK, mais est-ce que tu te rends compte que tu pourrais faire tout le mouvement du dribble, des lancers, puis faire une petite chorégraphie, puis l'apprendre à tes collègues, exemple. Puis là, vous pouvez jouer dans l'espace, que vous pouvez faire des changements de position. Puis, sans s'en rendre compte, ils développent des chorégraphies super, super intéressantes, super complexes. Puis, ça va pas, en fait, ça va juste les porter à avoir une satisfaction, puis enlever ce sentiment pour certains de je veux pas danser. Oui, mais finalement, quand tu bouges. C'est du mouvement. Donc, puis ensuite, on le présente, on se le présente, on en parle, on essaie de découvrir c'est quoi les thèmes des autres équipes. Et puis, on finit toujours par des discussions, des retours, évidemment. Ce qui est intéressant pour moi, personnellement, c'est quand on ouvre la discussion, qu'on leur demande, exemple, est-ce que vous avez déjà eu une situation où on vous a attribué un rôle ou un comportement en fonction de votre sexe, exemple, et non en fonction de votre personne, de votre individualité? Et même si on est en 6e année, la plupart des mains se lèvent. Tout le monde a des expériences à partager. Que ce soit des jeunes femmes qui disent ben moi, je suis toujours sélectionnée la dernière dans mon équipe de sport. On ne me fait jamais de passe quand je joue au basket, quand je joue au soccer. Que ce soit un garçon qui a les cheveux longs et qui me dit on me prend toujours pour une fille parce que j'ai les cheveux longs. Donc, là, ce qui est bien, c'est que ça, c'est souvent une des dernières discussions qu'on a avec eux. Puis à ce moment-là, ils sont à l'aise de partager ça avec leurs collègues de classe. Puis c'est de réaliser après que
tout le monde a envie. Donc, c'est important aussi d'accueillir les différences de tout le monde. Juste par cette discussion-là, ça devient clair que pour eux aussi, que, OK, ben, tu sais, moi, je veux pas me faire rire de moi parce que j'ai les cheveux longs, parce que c'est normal, tu sais, c'est mon choix, c'est mon individualité. Mais d'abord, peut-être que la prochaine fois que je vais prendre mon équipe sportive, tu sais, je vais prendre une fille en premier parce que c'est peut-être la meilleure de mon équipe, même si, tu sais. Donc là, c'est beau, les transformations, puis juste l'ouverture qui peut se développer de ça. Pour moi, c'est vraiment gratifiant, puis je trouve que on développe une belle confiance avec ces jeunes-là, puis ils s'ouvrent à nous. Ben, je me sens privilégiée de vivre ça pas tous les jours, là, mais voilà, de par mon travail avec Prima. Ça doit être tellement beau de voir l'évolution. Vraiment.